Et bonjour tout le monde, petite introduction du coup à ce replay du Club Power BI. Donc on a eu un petit souci d'enregistrement en début de session. Donc juste pour rappeler en deux mots qui est l'hébergeur de cet événement-là du Club Power BI. Donc aujourd'hui, le Club Power BI a été hébergé par Clanic et Campus. Donc rapidement en quelques mots, qui sont ces deux sociétés. Donc Clanic, on est une ESN qui provient de Marseille. On est spécialisé bien évidemment dans le monde de l'IT. Aujourd'hui, Clanic, en quelques chiffres, c'est 700 collaborateurs, dont un peu plus de 600 consultants. On a un CA qui, d'année en année, ne cesse d'évoluer et de progresser. On a un rayonnement qui est international, puisqu'on est implémenté dans 9 pays du monde entier. Et on a aujourd'hui 5 pôles d'expertise qui sont regroupés dans différentes practices. Donc, on va avoir la practice software, la practice DevOps and Cloud, l'agilité et la cybersécurité. Et pour terminer, bien évidemment, la practice data, dont je suis le responsable et qui, du coup, la practice qui aussi héberge ce club Power BI là. Et c'est dans ce contexte, du coup, qu'on se rencontre et qu'on a proposé notre session au club Power BI. Voilà. Aujourd'hui, Clanic, c'est aussi une filiale dédiée à la formation sous le nom de Campus, donc Campus Training, qui est voilà, tout simplement la filiale du groupe Clanic. Donc, c'est vraiment Clanic, la maison mère, et Campus qui en dépend. C'est un organisme de formation certifié par Calliope. On est vraiment un organisme de formation qui veut proposer un nouveau format de formation, d'accompagnement, de coaching à nos clients et à nos différents consultants. En quelques chiffres, Clanic et Campus, donc Campus Training, c'est 124 formateurs. On a un bon taux de satisfaction auprès de nos clients et on a la grande fierté de dire qu'on a eu voilà, pas moins de 900 participants à nos différentes sessions de formation en 2022. Et bien évidemment, les sujets qu'on adresse côté campus sont les sujets qui sont similaires et équivalents à ce qu'on adresse côté Clanic. Donc des sujets autour de la data, de la cybersécurité, du DevOps, de l'agilité, mais aussi des formations un peu plus orientées management par moment. Voilà. Donc c'était juste en deux mots pour réintroduire les hébergeurs de ce club Power BI là, du replay que vous allez pouvoir suivre. Donc merci à Clanic et Campus d'avoir permis ce club Power BI là en présentiel. Et merci évidemment aussi aux membres du club Power BI pour leur confiance sur le sujet de notre session. Voilà. Bon replay à tous, merci beaucoup et au revoir. Tout une dizaine de navires, c'est quand même notable, c'est quand même important, c'est quand même une assez grosse flotte. Et Marfret a aujourd'hui un volume de conteneurs, on appelle ça des TU, qui est assez important pour une société qui se veut familiale et pas si grande que ça. Donc, aujourd'hui, Marfret, ou du moins hier, Marfret avait une problématique, un contexte technique, et s'est posé la question de pourquoi on devait mettre en place la BI, sans forcément parler d'outils d'ailleurs, parce que quand on parle de la BI, c'est pas forcément rattaché à un outil particulier, c'est pas forcément rattaché à Power BI, il y a plein d'autres outils qui existent sur le marché, mais en tout cas, c'est celui qui s'est profilé le plus adapté pour Marfret, et on va y venir, pourquoi on est mieux à Power BI. Mais dans l'idée, on doit quand même en gros spécifier le contexte technique et fonctionnel de Marfret. Donc, dans l'idée, contexte technique, le premier besoin d'accéder à la donnée et de la restituer par de la BI, ça venait principalement par un enjeu qui était leur changement de leur ERP. Ils sont passés d'une solution maison sur laquelle ils avaient la main. Quand je dis la main, c'est qu'ils avaient accès à la donnée, accès au schéma relationnel, accès aux tables qu'il y avait derrière l'ERP, à une solution fournie par un éditeur pour lequel ils n'avaient plus la main. Donc forcément, ils passent d'une solution où ils peuvent maîtriser la donnée, y accéder, en faire ce qu'ils souhaitent, à une solution où l'éditeur est un peu égoïste, comme tous les éditeurs, et veut garder leur schéma relationnel, ne veut pas fournir le modèle de données pour éviter ce qu'on appelle le reverse engineering. Donc il y avait une problématique de se dire, ben maintenant, moi j'ai une nouvelle ERP, comment les données que je saisis dans mon ERP, je peux y accéder et je peux en faire de la restitution. Premier contexte technique. Une problématique de suivi des données via l'ERP, parce que l'ERP se voulait assez permissif, permettait soi-disant de faire un suivi précis de la data qu'on saisissait, mais ce n'est pas forcément le cas. On avait aussi dans l'ERP une solution BI disponible via Tableau. Donc, on avait directement une solution Tableau développée par l'éditeur qui était mise à disposition. Mais cette solution Tableau se voulait assez rigide, peu évolutive, et de ce fait ne répondait généralement jamais aux besoins du client. Et ensuite, ça va bien passer. Et ensuite, une question de se dire pourquoi on prend Power BI aujourd'hui
Pourquoi on s'est redirigé vers Power BI? Bien évidemment que des questions ont été posées de se dire quel outil on prend sur le marché. Il y a plein de leaders qui existent, hein, on parle de ClickView, de Tableau, etc. Mais pourquoi Power BI? Bien, typiquement, la réponse à la question était assez simple. Power BI s'inscrit très facilement dans un contexte où Microsoft Office 365 est déjà mis en place. Donc, si on a en face des users qui sont déjà à l'aise avec Excel, à l'aise avec du Word, avec du PowerPoint, forcément, ils seront à l'aise avec Power BI. Bon. Évidemment, Power BI, c'est la solution BI développée par Microsoft. Donc, de ce fait, l'ergonomie, l'interface, l'interopérabilité entre les outils, que ce soit de PowerPoint vers Power BI vers PowerPoint, Power BI vers Excel, est forcément beaucoup mieux prise en charge que si on prenait un outil de type ClickView qui n'avait rien à voir avec la solution initiale. Bon, pour des questions de facilité, mais aussi de performance, que Power BI se veut quand même très performant et leader sur le marché, Power BI a été sélectionné pour mettre en place vraiment le décisionnel chez Marfret. Mais on verra que d'ailleurs, quand on parle de BI, on ne parle pas que d'un outil de restitution, mais on parle tout d'une chaîne décisionnelle qui rentre en jeu. Maintenant, le contexte fonctionnel. Donc ça, c'est le contexte technique, toutes les problématiques auxquelles on faisait face. Mais il y a aussi derrière des users. Des utilisateurs qui ont besoin d'accéder à la donnée. On a des contrôleurs de gestion qui ont besoin d'accéder facilement à la donnée, d'avoir surtout accès à la donnée qui est fiable, qui est mise à disposition facilement. Et on a aussi toute la chaîne logistique de Marfret qui avait aussi des besoins, et même au sens très large du terme, l'ensemble de l'entreprise qui avait des besoins. Il faut savoir qu'auparavant, la BI, c'était vraiment réservé, on parlait au top management, on parlait vraiment à des users très spécifiques, même juste à l'IT. Aujourd'hui, la BI, c'est vraiment démocratisé et on concerne vraiment l'ensemble des panels de la société, que ce soit de la RH, du marketing, de la finance, du contrôle de gestion. Tous les pans d'une société aujourd'hui sont concernés par la BI. Donc chez Marfret, il y avait différents contextes qui remontaient. On avait une problématique du côté de la gestion des stocks. Donc typiquement, on avait le service logistique qui avait beaucoup de mal à suivre l'évolution de leurs conteneurs. Parce que comme je vous le disais auparavant, les conteneurs, ils vont naviguer d'un navire à un autre, ils vont naviguer d'un port à un autre, et forcément à un instant T, la logistique a besoin de savoir où est mon conteneur, pourquoi il est là, pour quel client, est-ce qu'il reste à quai, est-ce qu'il repart sur un navire. Et aujourd'hui, l'ERP ne permettait pas de suivre facilement cette information-là. Donc, on avait déjà une problématique de gestion des stocks. On avait ensuite une problématique sur la notion de gestion de comptes d'escale. On appelle ça les displacement accounts, qui sont tout simplement les comptes d'escale qui sont effectués lorsqu'un conteneur arrive dans un port. Et ces comptes d'escale-là, en fait, étaient directement saisis dans l'ERP par les agents ou les agences de Marfret. Et on avait une grosse problématique qui était que l'ERP était beaucoup trop permissif dans le sens où des fois, les agents ou les agences pouvaient rentrer n'importe quoi dans les comptes d'escale. Par exemple, antidater un compte d'escale, marquer de mauvais numéros de ligne, marquer la mauvaise facture, par exemple. Donc, on avait un ERP trop permissif qui générait des comptes d'escale qui étaient eux-mêmes faussés. Et de ce fait, on avait des contrôleurs de gestion en face qui devaient contrôler manuellement l'ensemble des comptes d'escale qui étaient générés. Et forcément, vous vous doutez, c'était chronophage et laborieux et pas intéressant pour les contrôleurs de gestion. Et ensuite, on avait très peu de visibilité sur les données booking. Donc là, pareil, les bookings qui sont quand même la base de la base ce sont vraiment les réservations de conteneurs que vont faire les clients. C'est vraiment la base du métier de Marfret. Au travers de l'ERP, on avait beaucoup de mal à avoir de la visibilité sur ces données-là de booking. Et de ce fait, en termes de métier, c'était vraiment très problématique. Et dernière problématique fonctionnelle, c'était le peu de données stratégiques pour les chefs de ligne et pour le top management. Donc les chefs de ligne, Marfret a à peu près 9 lignes, je crois, qui existent dans leur contexte. Et il y a aussi le top management qui a besoin d'accéder à de la donnée, savoir s'il est rentable, pas rentable, combien de conteneurs ont été envoyés, combien sont revenus. Et aujourd'hui, le top management n'avait pas accès à de la donnée, à des indicateurs de performance. Et de ce fait, de la même manière, on avait une problématique de diffusion de l'information. Donc ça, c'est pour faire un petit point sur le contexte technique, changement d'ERP, plus d'accès à la donnée, contexte fonctionnel, des users qui n'ont pas facilement accès à la donnée, des users qui ont du mal à traiter, à analyser, et surtout des users qui passent plus de temps à faire des traitements de données plutôt qu'à faire de l'analyse. Donc en fait, ils ne font pas leur métier, ils font notre métier grosso modo, alors qu'ils devraient faire du contrôle de gestion. Maintenant, on va voir comment on a répondu à cette problématique-là, justement. Quel était le processus de la réponse à cette problématique? On va dire que le workflow de mise en place chez Marfret s'est fait en 4 steps. Donc, ce n'est pas des steps qui sont
qui sont forcément appliqués dans chacun des projets. C'est plutôt moi les steps de la manière dont je le vois, dont on l'a vu avec l'équipe quand on a mis en place le projet Power BI, ou même le projet BI au global. C'est que la première step, on a parlé de séduction des utilisateurs. Donc, quelque chose qui est très important quand on met en place un projet BI, c'est d'onboarder facilement et tout de suite les users. Parce que ce qu'on met en place, au final, ce n'est pas pour nous, c'est vraiment pour les personnes au quotidien, pour leurs données opérationnelles. Et si on ne les onboard pas, si on les implique pas dans le projet, on peut avoir clairement soit un refus catégorique de passer à l'outil, soit on va répondre à un besoin qui n'est pas le besoin réel de l'utilisateur, et de ce fait, on va clairement se planter sur le projet. Donc, il y a un besoin d'onboarder des users sur le projet. Donc, nous, typiquement, on a abordé l'ensemble des services clés de Marfret en premier lieu. Et quand je parle d'onboarder, en fait, tout simplement, dans notre cas, on a fait une petite présentation pour rappeler qu'est-ce que la notion de la BI, typiquement. Parce que la BI, c'est un terme un peu commercial, parfois, on ne l'utilise un peu à tout va. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Donc, on leur a présenté la BI. Donc, la BI, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on le met en place? Donc, on a rappelé vraiment les enjeux de la BI, qui étaient de traiter les données, les préparer, les restituer. On parle souvent de transformer la donnée en information. Et on a aussi parlé de l'ensemble des règles de l'art du décisionnel. Donc, pour ceux qui sont à distance, c'est la petite image en bas à droite. Et pourquoi on parle des règles de l'art du décisionnel? Là, vous pouvez me dire, là, Enzo, franchement, tu vas trop loin dans la technique, ça ne concerne pas les users. Et pourtant, ça les concerne. En effet, quand on parle de décisionnel, on parle de toute une chaîne. On ne parle pas juste d'un outil qui vient se plugger sur des données et qui vous fait de la magie, qui vous sort la data. Non. Initialement, l'outil de restitution doit s'appuyer sur ce qu'on appelle un entrepôt de données, qui est lui-même alimenté par vos données de production, vos données sources. Mais ces données-là, vous allez devoir les transformer, les adapter à un langage décisionnel et les mettre à disposition ensuite dans un environnement dédié à votre environnement BI pour que vos users viennent consommer cette donnée-là dans l'entrepôt de données. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi expliquer tout ça? C'est que c'est important que les users aujourd'hui soient conscients de l'enjeu et de l'impact que ça a de mettre en place de la BI. C'est une chaîne qui est chronophage, qui est techniquement parfois complexe, qui ne les concerne pas, parce qu'on ne va pas forcément les solliciter pour mettre en place tout ça, mais ils doivent garder en tête que dès qu'ils ont un besoin de restitution, si la donnée n'existe pas dans l'entrepôt de données, on a toute la chaîne à reproduire, à réinjecter, et de ce fait, les délais de développement ne se font pas en 2, 3, 4 jours. C'est quand même des notions qui sont assez chronophages. Donc ça, c'était pour l'onboarding. Donc on est vraiment en une phase de séduction, on fait des grands sourires, on leur explique comment ça se passe et on leur présente le projet dans sa globalité. Ensuite, dans le contexte de Marfret, c'était un peu particulier, c'est qu'on voulait éprouver la solution pour s'assurer que ce qu'on mettait en place, ou du moins l'outil qu'on allait utiliser type Power BI, allait réellement répondre aux besoins des utilisateurs. Donc quand je dis répondre aux besoins des utilisateurs, c'est en termes de restitution, de comment la donnée est affichée, mais c'est aussi en termes de fonctionnalité d'analyse qu'on va proposer à nos users. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un POC, le Proof of Concept. Donc, on n'était pas vraiment dans un POC, mais on peut faire une certaine similitude. Donc, dans l'idée, on a pris en place, on a choisi vraiment un domaine spécifique de chez Marfret. Donc, typiquement, on verra après, c'était pour le contrôle de gestion. On a ciblé vraiment un service qui était vraiment en difficulté pour accéder à la donnée et on l'a sélectionné pour être vraiment notre cobaye, entre guillemets, sur le projet. C'est pour ça qu'on parle d'un proof of concept like, c'est qu'on était vraiment dans une organisation un peu similaire. Et dans l'idée, donc là, c'est normal que vous ne voyez rien, les données, parce que pour des questions de confidentialité, on a tout flouté. Mais dans l'idée, ce que vous voyez à l'écran, ce sont quasiment 50 000 lignes au quotidien ou de manière mensuelle, les contrôleurs de gestion venaient analyser pour vérifier la cohérence des données dans les fameux comptes d'escale. Donc, dans l'idée, vous imaginez qu'il y avait à peu près 2-3 personnes qui mensuellement faisaient des extracts de fichiers Excel avec 50 000 lignes et qui venaient contrôler manuellement chacune de ces lignes-là par rapport à différentes règles de gestion, parce qu'il n'y a même pas une règle de gestion, peut-être une dizaine, voire une quinzaine, sinon c'est pas drôle. Et dans l'idée, vous imaginez que ce travail laborieux-là, il était fait sur les 50 000 lignes et vous doutez forcément qu'en termes de perte de temps, c'était colossal. Donc ça, c'était vraiment le besoin le plus urgent, c'était de se dire comment je peux, au travers de Power BI, vraiment répondre tout de suite à cette problématique de contrôle de la donnée et de restitution. Bien évidemment, on a d'ailleurs tout de suite mis en place les développements et la validation des solutions. Donc là, tout de suite, on a démarré le projet sur les comptes d'escale avec le contrôle de gestion. Donc là, ça passe par des interviews, on recueille le besoin, on détermine quelles sont les règles de gestion qu'il y a pour les différents contrôleurs de gestion. On met en place dans Power BI directement, vous verrez après, on connecte directement Power BI aux bases de l'ERP,
travers de vues, et on fait les développements et on vérifie que ce qu'on met en place, ça a une cohérence. Donc là, typiquement, on est passé d'un fichier Excel qui était complètement illisible et pour lequel on prenait beaucoup de temps, à un fichier, un rapport Power BI qui est certes orienté TCD, qui est certes orienté tableau vertical, mais qui, lui, automatiquement, au travers de règles de gestion et au travers du DAX, venait faire des contrôles automatiques sur chacune des lignes pour flaguer les lignes en OK ou KO, pour identifier où étaient les problématiques. Donc là, par exemple, vous voyez à l'écran, à la colonne 3, trait de tag, tout ce qui apparaît en rouge, ça veut dire qu'il y a une incohérence sur la cellule. Et les contrôleurs de gestion n'avaient non plus à contrôler toutes les lignes. Ils avaient juste à faire un petit filtre en haut dans Power BI pour ne faire apparaître que les lignes qui étaient KO. Et à partir de là, renvoyer l'information aux agents et aux agences pour dire attention, mon coco, là, tu t'es trompé dans cette colonne-là, tu n'as pas mis le bon numéro de ligne, corrige-moi ça. Parce qu'eux n'avaient pas la main pour faire la modification dans l'ERP. Ils devaient le faire par les agents et par les agences. Donc, on met en place le projet Disbursement Account et derrière, on industrialise le process et là, on va industrialiser grâce à la passerelle Power BI. On le verra juste après dans le schéma d'architecture. Donc, dans l'idée, c'est les 4 first steps qu'on a mis en place pour ce projet-là chez Marfret. Il faut savoir qu'on a voulu y aller petit à petit, pas tout de suite mettre en place la grosse chaîne décisionnelle. Pourquoi? Parce qu'en termes d'investissement, ça avait un coût, bien évidemment. Il faut savoir aussi que le maritime, c'est l'un des plus vieux métiers du monde et que parfois la digitalisation du maritime, c'est compliqué. On n'a pas tout le monde au même niveau, on n'a pas tous les agents et les agences au même niveau. Et de ce fait, on ne peut pas se permettre de tout de suite rentrer dans le digital, tout de suite imposer de nouvelles normes, de nouveaux outils qui peuvent en perdre parfois beaucoup. Et quand je parlais justement de la fameuse architecture Power BI, vu qu'on ne pointait pas directement sur les bases de notre entrepôt de données, qu'on n'avait pas même d'entrepôt de données tout court, on a mis en place ce qu'on appelle la passerelle Power BI, qui est une passerelle qui permet de faire l'interconnexion avec le cloud de Microsoft et directement avec vos données on-prem. Donc, on a mis en place une passerelle Power BI pour pouvoir, dès le début, rentrer vraiment en mode production, industrialiser le rapport, sans mettre en place toute la chaîne décisionnelle. Si on fait un petit parallèle rapide avec un schéma d'architecture, donc dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les bonnes pratiques du décisionnel. C'est qu'on avait en source, bien évidemment, les vues de l'ERP. On avait directement nos rapports Power BI qui pointaient sur les sources de données. Donc là, vous allez me dire, on ne répond pas aux bonnes pratiques du décisionnel, mais c'est normal parce qu'on était en mode POC. On a publié tous ces rapports-là développés en local directement sur la plateforme app.powerbi.com, donc qui est le mode SaaS de Power BI. Et pour interconnecter, bien évidemment, le cloud de Microsoft et les vues de l'ERP, il fallait une passerelle, une interconnexion. Et c'est là où rentre en jeu la passerelle Power BI Enterprise qui permettait de faire l'interconnexion entre les sources de données de notre ERP et nos rapports Power BI. Donc là, sans mettre en place toute une chaîne décisionnelle complexe pour Power BI, on a pu répondre directement via la passerelle à ce besoin de « je veux accéder au travers d'un rapport Power BI à une donnée qui est industrialisée ». Donc, on rentre quasiment tout de suite en mode prod, sans même mettre en place tout un schéma d'architecture complexe, des données complexes, un entrepôt de données, des data marts, etc. Derrière, à partir de ça, on a créé 4 dashboards un peu références chez Marfret pour vraiment éprouver la solution au maximum. Comme vous le voyez, on a mis en place en premier lieu le stade d'IG. Donc là, le stade d'IG, clairement, on n'exploite pas toutes les possibilités de l'outil. On est sur du tableau très basique, très simple. On fait du contrôle de données. Vous allez me dire, là, clairement, les possibilités de l'outil, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et on est quand même super limité sur les visuels qu'on met en place. Donc ça, c'était l'un des premiers rapports qu'on a développé. On a ensuite, à partir de ce stade d'IG-là, on a fait un dashboard parce que initialement, ce que vous voyez ici, c'est dédié au contrôle de gestion. Donc, les contrôleurs de gestion reçoivent le rapport Power BI, l'analyse, le contrôle. Ils font leurs extracts, ils envoient aux agents et aux agents s'y corrigent. C'est super. Mais ces données-là qu'on a mis à disposition, on peut les exploiter autrement aussi. Donc, ce que vous voyez là, c'est du tableau très simple, très basique. La donnée, on l'a, mais on n'a pas forcément d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, la donnée, nous, on l'a, elle est propre. On sait comment identifier les lignes qui sont bonnes ou pas bonnes. On va tout simplement les réexploiter pour en faire du dashboard. Donc là, on sort du mode reporting très opérationnel, très industriel, très Excel-like, pour vraiment rentrer dans des notions beaucoup plus visuelles, beaucoup plus dashboarding. Et c'est là où on va exploiter exactement la même donnée qu'on avait au préalable, mais sous un autre format. C'est là toute la force de Power BI, c'est qu'on peut rester vraiment sur des choses très basiques, très simples, comme on peut tout autant
mettre en place, à partir de la même donnée, des dashboards avec de l'interaction sur nos visuels, parce qu'il faut garder à l'esprit aussi que Power BI se veut quand même assez self-user, assez interactif, et il y a très peu d'intérêt de faire du Power BI qui va être statique, pas interactif. Et c'est là justement où on s'est dit, bon, OK, nous, on éprouve la solution pour répondre à un besoin très opérationnel via du TCD, mais on veut aussi répondre à la problématique du top management d'accéder à de l'information, d'accéder à de la donnée. Donc, forcément, que le DG, lui, il s'en fout un peu d'avoir accès à son tableau avec ses 50 000 lignes. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est une vision assez globale, la répartition de ses comptes d'escale, combien sont clôturés, combien sont en erreur, quel est mon chiffre, etc., etc. Donc, on a mis en place ce dashboard d'IA-là qui est issu exactement des mêmes sources de données du stade d'IA. On a mis aussi en place après des notions un peu plus spécifiques de volume, par exemple. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le top management avait un besoin de connaître exactement les chiffres par rapport au transport de ces conteneurs. Donc chez Marfret, chez Marfret, dans le monde du maritime, on parle de TEU, de TU. Donc un TEU, c'est un conteneur de 20 pieds égale 1 TU et un conteneur de 40 pieds égale 2 TU. Si je dis pas de bêtises, Franck, je crois que c'est ça. Il y a encore des bons restes. Et dans l'idée, le top management avait besoin d'avoir cette vision-là de combien de TU ont transité sur mes différents navires. Les conteneurs, il y a plein de spécificités de conteneurs, les tailles qui changent. Est-ce que c'est des conteneurs qui vont être, on appelle les dry, les secs, ceux qui sont du reefer, par exemple. Il y a plein de types de conteneurs différents qui vont varier, de catégories de conteneurs. Et ils avaient besoin d'avoir cette vision-là par conteneur, ceux qui étaient vides, ceux qui étaient pleins, ceux qui étaient secs, ceux qui n'étaient pas secs. Et tout ça sous format vraiment de dashboarding, KPI, avec une disponibilité de différents filtres pour venir affiner la donnée qu'on va analyser, qu'on va afficher sur un numéro de ligne, sur un numéro de voyage, sur un numéro de client, sur un port de chargement ou de départ, etc., etc. Donc là, pareil, on est sorti un peu du mode opérationnel et on a tapé dans la donnée pour aller faire du dashboarding et pour vraiment mettre en avant les capacités, les possibilités de Power BI sur vraiment des notions purement de tableau de bord. Et ensuite, on avait un autre besoin qui était la notion de booking. Donc, les bookings sont les réservations qu'on va avoir sur le contexte Marfret. Donc là, pareil, comme je le disais au préalable, hein, en termes de contexte fonctionnel, on n'avait vraiment aucun accès à ces informations-là de booking. On ne pouvait pas facilement, du moins si la donnée on l'avait, mais on n'avait pas facilement accès à l'information de combien de bookings ont été générés, quelle est mon évolution de booking par rapport à l'année précédente, quelle est la répartition des bookings par catégorie aussi d'agences, d'agents, etc. On avait très peu de visuels. La donnée est à disposition, bien sûr, hein, tout le monde peut sortir une extract avec 20 000 lignes, mais on n'avait pas d'outil en capacité de l'analyser de manière automatique. Donc c'est là que rentre en jeu toute la puissance de Power BI, c'est qu'on a aussi mis en place du tableau de bord, du dashboarding pour piloter la notion de booking. Donc là, pareil, typiquement, on est orienté tableau de bord, mais les données qu'on affiche sont très opérationnelles. On a de l'information, on a des filtres en haut pour affiner notre analyse. On peut filtrer sur la ligne Tunisie, d'ailleurs, on peut filtrer mois après mois. Est-ce qu'on ne veut que les agents, que les agences, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment un des enjeux primordial de Marfret, c'était d'avoir une visibilité sur ces bookings qui, par le ERP, n'était pas du tout accessible. Tout ça nous mène à nous dire, super, Enzo, tu as fait des super rapports, il n'y a pas que moi, il y a toute l'équipe qui on a fait des super rapports, super sympa, mais on ne répond pas toujours aux bonnes pratiques du décisionnel. On a mis Power BI pointe directement sur nos bases de sources de Locus, mais on n'est pas en mode prod. Toute l'intelligence aujourd'hui de transformation, d'agrégation de données, elle est portée directement par les rapports Power BI, ce qui fait que les rapports Power BI sont lourds à maintenir, à utiliser, à exploiter, et de ce fait, on perd clairement en performance avec l'outil. Donc maintenant, l'idée était de se dire, super, on a fait 4 rapports qui marchent bien, on sait que ça plaît, on va passer maintenant vraiment en mode prod. Et c'est là rentre en jeu justement le changement d'architecture, c'est que les rapports Power BI désormais ne pointent plus directement sur les bases Locus, sur les bases données de l'éditeur, mais pointent directement sur des bases de données propres à Marfret. Donc on a déconnecté directement les rapports Power BI des sources de données de l'éditeur de l'ERP et on a mis au milieu toute la chaîne décisionnelle dans son ensemble.
Donc, ça passe par l'ETL pour Extract, Transform and Load. Donc, c'est l'outil qui permet d'extraire les données, de les transformer et de les recharger dans un environnement dédié. Donc là, on était vraiment dans un environnement full Microsoft, tout sur du Azure, avec des scripts qui venaient récupérer les données et alimenter tout ça en base. Donc, on avait désormais vraiment des bases de données qui étaient alimentées depuis les différentes vues locus qu'on pointait initialement. Et on a replugué l'ensemble des rapports Power BI, non pas sur les vues qu'on avait à disposition, mais directement sur les sources propres à Marfret, qui, bien évidemment, qu'on maîtrisait, qu'on pouvait alimenter régulièrement, qu'on pouvait planifier dans l'alimentation. Et de ce fait, on se dédouanait un peu de la disponibilité des différentes données qu'on avait côté éditeur. Donc, nous, les données étaient stockées, sécurisées de notre côté. On a repointé l'ensemble des rapports qu'on a déjà développés sur les nouvelles bases qui ont été mises à disposition. Et l'ensemble tournait, et maintenant, l'ensemble tourne de manière optimale sur toute la chaîne décisionnelle. Donc, c'est là aussi la force de Power BI, c'est que la déconnexion des sources initiales vers une nouvelle source s'est fait assez facilement. Il y a de la reprise, bien évidemment, de données, mais le fait de faire une sorte de mini-POC au préalable, de s'assurer que l'outil répond bien aux besoins fonctionnels, techniques, opérationnels, a permis de directement avancer dans le projet. Et il faut garder à l'esprit que ce changement-là d'architecture, pour les users Power BI, c'est complètement transparent, dans le sens où les users ne sont pas au courant s'ils pointent directement sur les bases de leur ERP ou sur nos bases, sur notre entrepôt de données. Tout s'est fait en sous-marin, tout s'est fait sans que les users soient au courant, et on n'a même pas perdu de temps en termes de mise en production ou d'accès à la donnée. Tout s'est fait de manière linéaire et automatique. Enfin, automatique non, mais tout s'est fait facilement. Bien sûr. Dans l'ERP, après, on se fait l'échange. Il y a des mises à jour des données. Dans l'ERP, par exemple, si on met à jour dans l'ERP, comment vont récupérer, comment ces données-là vont être alimentées dans l'entrepôt de données? Oui. Après, les données dans l'ERP ou dans l'ancien base? Non, dans l'ERP. Dans l'ERP. C'est ça, exactement. Et après, ça alimente l'entrepôt de données. Exactement. En fait, leur ancien ERP, ils ont aussi essayé de récupérer l'historique, leur ancienne ERP maison. Ils ont voulu aussi récupérer l'historique. D'ailleurs, je ne sais pas où ça en est ce projet, mais je sais qu'ils avaient besoin aussi de leur ancienne ERP qui était fait maison. Ils avaient besoin d'accéder à cette donnée-là parce qu'il y avait tout leur historique depuis des années. Et ils devaient aussi parfois les croiser avec les nouvelles données propres à l'ERP. Mais dans tous les cas, maintenant, l'ancienne ERP est vraiment mise de côté et toutes les données, toutes les informations sont saisies dans l'ERP développé par l'éditeur. Et tout ce qui est saisi ensuite, qui est mis à disposition dans des tables et automatiquement, de manière schedulée, c'est planifié, va venir tous les jours, tous les soirs, récupérer ces données-là et les alimenter dans l'entrepôt de données. Et c'est vraiment l'entrepôt de données qui est le point d'accès à tous les rapports Power BI. Et en fait, il faut se dire que désormais, les users n'ont plus à faire quelconque transformation dans Excel ou dans Power BI. Ils ont directement accès vraiment à un référentiel de données qui est maîtrisé, qu'on transforme et qu'on prémâche pour l'utilisateur. Voilà. Il faut se dire aussi que Power BI, c'est très simple à utiliser, mais si d'ailleurs on a des données qui ne sont pas top, ce qu'on va en sortir ne sera aussi pas top. Voilà. Je vais essayer d'accélérer, comme ça on gardera 10 minutes pour les questions peut-être. Ok, ça va. Donc là, on va terminer maintenant sur le retour sur investissement, gain de temps, gain de productivité, performance. C'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à évoquer dans la BI, dans les projets BI, et pourtant c'est super important parce que au-delà du fait que la BI soit quelque chose qui soit chronophage, c'est aussi onéreux, ça a un coût forcément en termes de licence, de mise en production. Et il faut aussi comprendre quel est l'enjeu, quel est le gain de mettre en place tout ça, pourquoi on le met en place. Et chez Marfret, j'ai découpé ça en 4 grandes parties. On a l'aspect productivité. Bien évidemment, on est sur l'optimisation des processus métiers. On passe de 3, 4, 5 contrôleurs de gestion qui faisaient des tâches manuelles à une industrialisation de l'ensemble de ces tâches-là, portées directement par la technique, portées par Power BI et portées par la chaîne décisionnelle. Donc, bien évidemment qu'en termes de gain de temps et de productivité, on a des contrôleurs de gestion en face qui ne passent non plus du temps à faire de la technique, mais qui vont passer du temps à faire du contrôle, qui est leur métier initial. Donc, en termes de productivité, bien évidemment que le retour sur investissement, il est conséquent. On parlait quand même d'une dizaine de jours hommes par mois économisés grâce à ces différents contrôles automatiques.
On avait aussi des questions de performance, bien évidemment. Donc, quand je parle de performance, c'est aussi comment on qualifie la performance, comment on pilote une activité chez Marfret. On avait désormais la possibilité de qualifier la performance et de l'identifier, de la quantifier. Donc, savoir est-ce qu'on est rentable, pas rentable, faire du PNL, par exemple. Vu qu'on avait accès à la donnée, qu'on avait un point d'entrée unique, on savait où récupérer la donnée, on sait que la donnée était bonne. Et de ce fait, on peut en dégager des indicateurs de performance. Et on peut aussi parler de performance dans le sens où l'allocation du temps de travail, on l'alloue à des tâches utiles, non pas des tâches laborieuses, redondantes, qui n'ont aucun intérêt pour le métier. On avait un point très important qu'on tend à oublier parfois, qui est la fiabilité des données. Donc, du fait que la donnée, on n'ait pas le contrôle en amont, nous, le contrôle, on le réalisait juste après. On le réalisait directement dans l'alimentation de l'entrepôt de données, on le réalisait dans Power BI, et tout ce contrôle-là de fiabilité de données, on le réalisait directement dans la chaîne décisionnelle, et il n'y a rien de pire que pour prendre des informations que de diffuser de la mauvaise information, de la mauvaise donnée. Donc, il y a toujours des coquilles à droite, à gauche, mais on garantissait la fiabilité des données pour le top management, pour les chefs de ligne, pour les contrôleurs de gestion. Et de ce fait, on avait quand même une légèreté d'esprit quand on allait consommer la donnée. On ne disait pas, bon, mais est-ce qu'il n'y a pas une coquille que j'ai loupée, que je n'ai pas vue, etc. On va dire que Power BI a permis à alléger l'esprit des contrôleurs de gestion et du top management. Et ensuite, bien évidemment, le pilotage. Il faut garder à l'esprit que Power BI, c'est fait pour piloter aussi son activité, c'est fait pour transformer sa donnée en information. Donc, on a vraiment un vrai outil, un réel outil dans les mains des équipes et pour l'entreprise, sachant que l'entreprise se voulait aussi une entreprise data-driven, donc pilotée par la donnée, et de leur mettre un outil dédié à ce besoin-là, pour répondre à ce type de nécessité, ben, c'était vraiment un gain sur le pilotage pour le top management, mais aussi pour les chefs de ligne qui pouvaient quasiment contrôler, bon, on n'était pas du tout sur du temps réel, mais qui pouvaient contrôler facilement leur stock, leur coût, leur profit, etc. Et en termes de pilotage, bien évidemment que Power BI a répondu à ces différents besoins. Donc, dans la globalité, on parle de retour sur investissement, c'est de se dire ben, qu'est-ce que j'apporte à mes équipes, comment je les accompagne, pourquoi je le fais. Et là, on voit bien que on a un outil, on a des solutions qui ont concerné certes le top management, qui ont concerné vraiment le plus haut de la direction, mais on a surtout des rapports qui ont concerné toutes les strates de l'entreprise, de la logistique au contrôle de gestion. Et on leur a mis à disposition dans les mains un outil qui va venir faciliter leur quotidien. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que quand on met en place Power BI, par exemple, ce n'est pas pour rajouter par-dessus une couche un outil supplémentaire qui va venir alourdir le quotidien des utilisateurs et qui peut parfois les perdre. Donc là, le but, c'est de se dire, je laisse tomber les fichiers Excel, je laisse tomber les contrôles manuels, et de par la chaîne décisionnelle, mais aussi de par l'outil Power BI, j'ai accès à une donnée beaucoup plus fiable et beaucoup plus claire. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit retour sur investissement, de se dire quel était le gain. Donc clairement, là, on parlait de gain jour-homme mensuel. On alloue vraiment du temps à des tâches utiles. Et c'est OK pour moi. C'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions par hasard sur le chat? Passage de micro. Alors, on va répondre aux deux questions qui étaient sur le chat, alors qui correspondent à un moment où tu évoquais Tableau. Donc, il y avait une question sur savoir pourquoi Tableau était utilisé. Oui, alors en effet, on avait Tableau. Donc en fait, c'est l'éditeur de l'ERP qui proposait directement un plugin Tableau. Donc vraiment, dans l'ERP, ils avaient un onglet dédié à l'outil Tableau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tableau, c'est Tableau Software de l'éditeur Tableau, tout simplement, qui est une solution Power BI-like qui fait de la data vise pour de la donnée. Et en fait, l'éditeur proposait des outils déjà, enfin des tableaux de bord déjà préconstruits directement dans l'ERP qui pointaient sur les mêmes données de Marfret, sauf que forcément, vous vous doutez, ils n'avaient pas d'accès vraiment en modification au rapport de tableau et ils ne pouvaient pas l'adapter à leurs différents besoins. C'était beaucoup trop strict, pas assez permissif et du coup, ils ne pouvaient pas répondre à leurs besoins par les quelques rapports qu'ils leur mettaient à disposition. Très bien. Ouais, il y avait une autre question, mais alors je ne sais pas à quoi ça correspond. C'était oui, moi, c'est président de Synapse. Il n'y a pas de Synapse. Non, si c'est la question, si on avait mis en place du Synapse, non, il n'y en avait pas. Non, du tout. Du tout. On demandait aussi, tac.
Est-ce qu'on avait prévu d'utiliser Power BI Data Mart, sa nouvelle fonctionnalité? Donc, en effet, la Power BI Data Mart permet de construire Data Mart directement dans Power BI. Donc non, c'était pas prévu. Le but, c'est de porter l'intelligence directement, pour la question, c'est de porter directement l'intelligence de l'entrepôt-données et du Data Mart dans les bases SQL qui étaient mises à disposition et de limiter au maximum, de porter l'intelligence des données dans APP Power BI Service. C'était ça la question. Pas prévu d'utiliser le Data Mart pour Power BI. Peut-être je vais lire la question, excusez-moi. Il y a d'autres questions? Oui. Hop. Combien de temps avez-vous mis pour réaliser ce projet depuis votre première rencontre avec Marfret jusqu'à la mise en prod des dashboards pour ce client? C'est une très bonne question parce qu'on va dire que la première step du projet qui était de réaliser le POC sur juste le compte d'escale, on a mis, je dirais, quasiment 3 mois, le mettre en place 2-3 mois, même un peu moins. Et en fait, d'ailleurs, c'est vite décanté. Mais la première partie du projet s'est faite vraiment en 2-3 mois. Et pour toute l'industrialisation, ça a pris un peu moins d'1 an, 1 an et demi. Après, moi, j'ai quitté le projet. C'est notre équipe qui a repris le projet, qui a repris le flambeau. Mais dans l'idée, sur la globalité du projet, on est vraiment sur, allez, je dirais 18 mois à la louche pour avoir vraiment le système décisionnel dans son ensemble avec toute la chaîne, l'alimentation, la récupération des données, la reconnexion des rapports Power BI sur l'entrepôt données. Ça a pris à peu près 18 mois. Ouais, tu peux. Ouais, je peux lire. OK. On demandait ensuite la modification de rapport. Est-ce qu'il y avait une couche Power Apps formulaire? Donc, non, il n'y avait pas de couche Power Apps formulaire. On ne faisait pas de modification de rapport directement dans Power BI. On n'est pas de saisie utilisateur, donc on n'avait pas de couche Power Apps ou formulaire. Alors, je ne sais pas si la question, c'est de se dire, par rapport au displacement count, les données qu'on remontait qui étaient fausses, est-ce qu'on peut les modifier directement dans Power BI? Non. L'idée, c'était d'avoir le rapport Power BI qui générait les lignes avec l'information si la ligne était KO ou OK, savoir où est-ce qu'était l'erreur de saisie. Et une fois que l'erreur de saisie était identifiée, les contrôleurs de gestion faisaient un extract de ça et l'envoyaient aux agents et aux agences responsables des comptes d'escale pour faire le contrôle directement dans l'ERP et la correction. On demande ensuite, est-ce qu'on a siloté dans Power BI Service les données dans des data flows? Donc non, on n'a pas mis en place ça au tout début, c'est des notions qui vont arriver plus tard. On va avoir besoin, par exemple, de siloter aussi les données pour des rapports qui concernent l'ensemble des chefs de ligne. Donc, siloter, c'est de se dire, par exemple, on a un chef de ligne qui accède à un rapport sur le PNL de sa ligne Tunisie. On a un autre chef de ligne qui va arriver, qui fait, lui, la ligne Medcar, par exemple. Chaque chef de ligne ne peut pas avoir la même donnée de son voisin, forcément. Donc là, en effet, on va mettre en place des silos. On va vraiment sécuriser la donnée, mais on va plutôt les sécuriser par des RLS, pour les Role Layer Security, qui vont permettre vraiment de dire, voilà, telle personne, monsieur A, peut accéder juste aux données de Tunisie et monsieur B ne peut accéder qu'aux données, par exemple, de Medcar. Donc, le silotage via les data flows dans Power BI Service, non. Mais par contre, la mise en place de RLS pour vraiment sécuriser la donnée et pas le contenu, pas le contenant, vraiment sécuriser la donnée, était prévu. Oui, j'ai vu qu'il y avait encore 5 questions dans le chat. Je propose qu'on alterne un petit peu. Peut-être s'il y a des questions dans la salle, on va faire 2 questions, histoire que tout le monde participe. Pas de questions? Très bien. La solution, la raison, c'était parce que les utilisateurs ils sont familiarisés avec Excel, etc. Et en fait, si on suit cette logique, donc il y a une seule solution Power BI, parce que en fait, c'est presque monopolisé. Tout le monde utilise Excel, sur Microsoft, il a monopolisé ça. Et en même temps, les autres solutions de Power BI, j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus dans la même logique. On voit Power BI qui est mieux, mais à côté certainement, que les autres solutions. Je vais juste répéter la question pour qu'elle soit bien entendue dans le. Donc la question, c'est pourquoi Power BI est plutôt qu'une autre solution concurrente du marché? Pourquoi Power BI plutôt qu'une autre?
Oui, alors en effet, c'est une bonne réflexion parce qu'on peut se dire, en effet, tout le monde utilise Excel aujourd'hui, tout le monde a la suite Microsoft, donc en fait, tout le monde va utiliser Power BI. En tout cas, dans ce cas, en termes de partage de données, de sécurisation des données, de, on va dire, maintenance, on avait un contexte qui était favorable aux compétences Microsoft. Et de ce fait, la compétence Power BI était beaucoup plus simple à acquérir qu'une autre solution type Tableau ou Qlik. Bon, après, en effet, c'est pas pour rien que Power BI c'est le leader parce que aujourd'hui tout le monde utilise Excel, tout le monde veut pouvoir récupérer depuis Excel ce qui a été fait et le récupérer dans un outil qui est compatible. ClickView, Tableau aussi le font. On peut utiliser du Excel dans ces outils-là, mais Power BI, par sa interopérabilité, le fait beaucoup mieux. Mais en tout cas, pour Marfret, il y avait aussi la question de se dire, moi, si demain, je veux vraiment communiquer entre les différents outils, c'est Power BI aujourd'hui qui répond au mieux à ma problématique. Et comme je disais aussi au préalable, on a un métier qui est en face, pas forcément très mature sur les notions de data, BI, mais global, même pas beaucoup de clients sont très matures sur la donnée. Et de mettre un outil qui peut s'avérer parfois complexe dans sa prise en main, Tableau l'est pas forcément, mais en tout cas, si on met les deux en parallèle par rapport au contexte Marfret, c'était Power BI qui était plus simple en termes d'accessibilité. C'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que Power BI, c'est le leader sur le marché. C'est par rapport à ces problématiques-là, c'est de se dire, en termes d'accessibilité, il fait mieux que ses concurrents. Parce qu'après, en soi, moi je le dis souvent, hein, la BI, c'est pas par rapport à des outils, c'est par rapport à des concepts. Qu'on prenne Tableau, Qlik ou Power BI, le graphique camembert on le fera pareil, l'histogramme on le fera pareil. Le plus important, c'est la donnée qu'il y a derrière. Mais en tout cas, dans le contexte Marfret, c'était vraiment de se dire Power BI, en termes d'accessibilité, c'est le plus simple pour le client. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une autre question du coup dans la salle. Oui. Ok. Donc, l'équipe projet, au début, moi, j'étais seul sur le projet, donc il n'y avait que moi. Il y avait aussi une autre équipe d'une autre boîte qui est avec Franck, d'ailleurs, justement, au début. Donc, au début, moi, j'étais seul sur la partie restitution, reporting. Donc, j'étais seul à créer les rapports. J'étais seul en face avec les utilisateurs. Donc, il y avait un seul ETP. D'ailleurs, ça répond à une des questions aussi, combien de personnes étaient sur le projet. Mais en tout cas, au début, moi, j'étais seul sur le projet parce qu'il n'y a que la partie restitution à mettre en place. En face, j'avais une dizaine d'utilisateurs de différents services, bien évidemment. Mais moi, côté prestation, j'étais tout seul sur le projet. J'avais aussi en face un chef de projet informatique chez le client qui pilotait de manière très macro le projet. Mais moi, j'étais tout seul sur le projet. Et ensuite, dès qu'on a commencé à industrialiser le processus, de mettre en place de l'alimentation, de la restitution, c'est des compétences qui sont assez différentes. On a des personnes qui sont spécialisées que dans la partie restitution, donc qui ne vont faire que du Power BI, et d'autres qui vont faire que de la partie alimentation, récupérer les données, alimenter. D'autres qui font les deux aussi, d'ailleurs. Et ensuite, on est passé de 1 ETP à 2 personnes. Donc, ensuite, on avait 2 personnes, on va dire, sur les 8 derniers mois du projet, on était à 2 personnes sur la mise en place du projet au global. Voilà. Pour répondre à peu près à une dizaine de dashboards, de tableaux de bord de la part de Marfret. Donc, oui, une question peut-être, Mohamed. On va vérifier que la feuille d'un temps d'adaptation, d'explication, c'est une peur pour le métier. Okay. La question du coup pour ceux qui sont en ligne, c'est de savoir est-ce qu'on avait du coup des users qui ont adhéré tout de suite à la solution ou est-ce qu'on a eu des réticences. Alors par chance, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu vraiment des users en face qui étaient demandeurs. Donc le mode séduction s'est fait assez facilement, si je puis dire. Mais on a vraiment des personnes demandeuses en face qui avaient un besoin imminent tout de suite d'avoir un outil pour industrialiser leur process, qui ne voulaient plus faire des tâches manuelles. Donc oui, on a eu des personnes qui étaient complètement à fond dans le projet, qui nous ont aidés, et d'autres qui voient un peu l'outil, alors pas qui menacent leur métier, parce qu'on est vraiment sur des processus qui veulent simplifier l'aspect technique, mais plutôt des gens qui n'ont pas envie de se rajouter un outil supplémentaire dans les mains, qui n'ont pas envie d'accéder à l'outil pour aller consommer la donnée alors qu'ils ont leur fichier Excel qui tourne depuis 10 ans et ça leur convient très bien. Donc, c'est cette phase-là où on doit plus les convaincre et montrer l'intérêt que d'aller dans Power BI plutôt que du Excel, par exemple, notamment sur des sujets de sécurité, de dire que dans Excel, on peut très peu sécuriser la donnée, alors que dans Power BI, on peut aller beaucoup plus loin. En termes de partage, bien évidemment que le partage de Power BI est beaucoup plus simplifié que Excel.
et surtout en termes d'industrialisation des processus, c'est là où on a convaincu les plus réticents au projet de leur dire, ben voilà, vous aujourd'hui, les process tout manuels que vous faites, mais nous, on industrialise tout, on porte nous toute la technique. Et c'est comme ça qu'au final, tous ceux qui étaient les plus réticents ont adhéré petit à petit au projet. Oui, Franck. Oui. Un projet BI dans une entreprise. En fait, ce projet a eu deux phases. Une première phase mini-POC, entre guillemets, en 2019, qui était portée uniquement par le service informatique. Après, le changement de l'ERP, etc., cette phase-là a été abandonnée. Et ensuite, la direction générale et la direction financière ont décidé de mettre en place cette BI. Et là, du coup, le sponsor de notre groupe, plus du service informatique uniquement, ça a pu dérouler et décompter notre organisation. C'est quelque chose d'important sur la conduite du changement. Exactement. Qui est le sponsor du projet BI? C'est ça. En fait, c'est surtout une notion de crédibilité. Quand ça monte, quand ça vient directement du top management, forcément, on a moins de tendance à se dire, bon, ben, l'outil, moi, je peux l'utiliser, je m'en fous. Forcément, quand ça vient du DG, du fondateur, on va plus être à même à utiliser le projet. Donc, en effet, c'est vrai que le sponsor venait directement du directeur général, hein, qui avait vraiment cette volonté-là de passer l'entreprise en mode data-driven et d'avoir des outils vraiment pour ses équipes sur le sujet. Oui, du coup, Benjamin. Réel, on a c'est archivé derrière pour savoir le rapport que je vois aujourd'hui, si je peux le regarder dans un an, et si la donnée a changé, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, après, c'est toute l'organisation de l'entrepôt de données et du data mart, c'est qu'on va avoir des tables qui vont être sur du jour J, donc qui sont alimentées à hier et on consomme vraiment les données du jour J, par exemple les tables de stock. La table de stock, c'est on a 14 000 containers, on aura toujours 14 000 lignes dans la table de stock. Et on va avoir en parallèle une table de mouvement, d'événements, qui, elles, vont référencer tous les mouvements qu'il y a eu d'un container, quand il a changé d'un navire, quand il a changé d'un pôle ou d'un pod, quand il a changé, c'est référencé dans les événements. Et ça, bien évidemment, que la table d'events, au bout de 2 ans, 3 ans, elle est énormissime, mais on est à des millions et des millions de lignes. Donc là, pareil, c'est vraiment un processus non pas propre à Power BI, mais c'est une bonne pratique de se dire, bon, on va historiser la donnée, on va sortir les lignes qui sont très vieilles, on va les mettre dans une table dédiée. Et en fait, c'est juste une question d'accès à la donnée. Quand tu veux accéder à des données qui sont vieilles, ben, tu vas taper sur la table d'historisation. Quand tu veux des données récentes, tu tapes sur la table la plus récente à ta dispo. Et pour la question de refresh, d'actualisation, on était sur un jour, enfin une fois par jour. Voilà. Exactement. En fait, c'est pas le rapport qui porte l'historisation, c'est la table. Voilà. Exactement. Oui. C'est déjà dans l'étape que c'est porté. Voilà. Tu as pas mal de questions oui. dans le chat également. Oui. On parle de quel licensing Power BI on a proposé. Donc, on était sur des licences Power BI Pro, très basiques pour le moment. À combien se monte le coût des outils pour passer à l'industrialisation? Donc là, l'aspect coût, moi, je n'avais pas la maîtrise sur le sujet, sur l'aspect passerelle, Azure Licensing. Moi, je n'avais pas du tout le sujet sur l'aspect coût. Je sais juste qu'on était sur du Pro et du Premium pour certains users, si je ne dis pas de bêtises. Mais après, sur l'aspect Pro, sur l'aspect licensing, on... Oui, bah oui. Ou alors viens. Oui, viens. Viens devant la caméra. Ça me permettra en plus de présenter mon co-organisateur du Club Power BI qu'on reconnaît à son t-shirt jaune. Superbe. Alors, merci, c'est gentil. Moi, j'avais travaillé sur la première partie du projet, donc en 2019. Et quand j'annonce ces coûts-là, les gens tombent de leur chaise. C'est-à-dire que sur la partie ETL uniquement, avec la structure Azure, on était allé à 200 € par mois pour le traitement des données de l'ancien ERP et la mise dans le service Power BI. Voilà. Donc, on était sur des pouillèmes d'euros, hein, vraiment. Après, sur ce genre d'architecture-là, on pouvait éteindre les bases, réduire les coûts de cette façon-là. Donc, on va dire sur l'infra, on était sur très peu. Et puis après, les prix des licences pro est connu. Donc, on est sur des centaines d'euros. On n'est pas sur des dizaines de milliers d'euros par mois. Hein. Donc, ça aussi, c'est un argument qui avait forcé le passage sur Power BI. C'est on est sur des volumétries financières qui sont petites, quoi, vraiment. Merci, Franck. C'est vrai, du coup, moi, j'ai travaillé pendant quasiment 1 an avec Franck. On a travaillé tous les deux sur le projet. Et lui était plutôt sur la partie administration Azure, justement. Donc, en effet, c'est vrai que c'était des bons arguments pour la direction. On avait une question ensuite sur comment on a géré les accès au rapport
Donc là, tout à l'heure, je vous parlais d'accéder au contenu, donc comment on pouvait sécuriser la donnée. Il y a aussi la question de comment on accédait au rapport, donc vraiment au contenant. Donc dans Power BI, on parle de workspace, d'espace de travail pour, c'est les workspace égale dossier Windows, tout simplement, c'est le dossier dans lequel on va stocker les rapports. Nous, on avait synchronisé on a créé des groupes AD directement avec des groupes lecteurs, créateurs, administrateurs, et en fonction des différents workspace auxquels on voulait avoir accès, on faisait transiter les personnes dans les bons groupes pour qu'ils puissent visualiser les bons workspace. Donc là, pareil, c'est une bonne pratique en termes de sécurité pour l'arbre de sécurité. C'est de dire on ne va pas sécuriser les workspace user par user. On va pas mettre Enzo sur le workspace de la logistique, puis ensuite le mettre directement en jure dans le workspace du DA. On va créer des groupes qui vont contenir des users, et c'est ensuite les users qu'on fait glisser d'un groupe à un autre pour donner accès aux différents espaces de travail. Donc ça, c'était pour répondre à la question d'accès au rapport. C'est une question, Franck? Ah non, j'ai cru. Oui. Non, c'est une terminologie que j'utilise, mais on n'a pas calculé exactement. Mais c'est un calcul qu'on pourrait faire très simplement sur le nombre de jours qu'on a gagné par contrôleur de gestion. On prend leur salaire journalier et on fait faire le nombre de jours qu'ils ont gagné, x 12, et enfin x 11 plutôt avec les congés en moins. Et on a le gain qu'on a gagné en termes de productivité. C'est relatif, bien sûr, mais c'est un gain qu'on peut calculer, qu'on calcule pour des grands comptes. Typiquement, quand on a vraiment des montants astronomiques. Là, comme je disais, Franck, on avait des montants qui n'étaient pas non plus pharaoniques. Mais c'est un montant qu'on peut facilement calculer en prenant tout simplement le salaire de la personne au quotidien par jour et on fait fois le nombre de jours gagnés, tout simplement. Et ensuite, dernière question de Fontaine sur en ligne, est-ce qu'on a des users qui créent des rapports en autonome? Donc ça, c'était le rêve idéal d'avoir des personnes qui puissent créer les rapports en autonome. Alors, je dirais qu'à l'instant T, on n'a pas forcément de personnes qui vont créer des rapports, on a plus de personnes qui vont consommer les rapports qu'on leur met à disposition. Mais là, tout l'enjeu aussi du projet BI, c'est de mettre à disposition de la donnée pour qu'ils puissent en autonomie créer des rapports. C'est aussi toute la force de Power BI qui se veut accessible. Donc là, pour une question de contrôle et de maîtrise, c'est nous qui proposions des rapports officiels directement dans les espaces de travail. Mais à terme, on voulait vraiment des users qui viennent eux-mêmes créer pour leurs besoins spécifiques, sinon on n'y répondait pas, de la donnée. Donc ça veut aussi dire qu'on les forme pas que sur Power BI, mais aussi sur le modèle relationnel qu'il y a derrière, sur les data marts et sur data warehouse, pour qu'ils puissent consommer la donnée. On peut aussi très bien imaginer préparer des datasets, des jeux de données Power BI qu'on pousse directement dans Power BI Service et les users se connectent directement sur le jeu de données Power BI pour consommer et créer des rapports, surtout. Voilà. Oui. Dans lequel certains types de diagrammes, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, par exemple, la société de Marfret peut changer de RP. Ça va casser la chaîne entre l'éditeur et l'ETL. Est-ce que il y a des groupes, des associations de travail qui commencent à penser la chose, à savoir que la visibilité de Power BI, on ne la connaît pas, 5, 10, 15 ans, que sais-je, dans ça va. Les éditeurs de logiciels se projettent facilement sur 5 ans, les business plans sur 5 ans, mais après 5 ans, l'éditeur, ça peut être à la ramasse. Il faut changer par rapport à des technologies, que sais-je. Donc, est-ce qu'il y a ce genre de groupement qui commence à se constituer? C'est pas... Tu vas après, Non, je suis en fait dans le secteur, dans les secteurs d'activité, normaliser la source de données de façon à ce que Power BI, ce soit plus facile à mettre en œuvre. Voilà. Je reprends la question, je la synthétise un petit peu. Vous me dites si c'est complet ou pas. En fait, la question, c'est de savoir s'il y a des groupes de travail ou des équipes qui vont gérer la qualité de la donnée et gérer la possibilité de changement de l'ERP et l'impact du changement de l'ERP, par exemple, sur toute la chaîne. C'est ça? Oui, standardisé. Et classiquement, programme BI, au travers de Power BI, il a des outils spécifiques. Nous, on souhaite tourner, hop, clé en main, Est-ce qu'il y a une définition de standard de l'interface avec Power BI dans ce cas-là?
Non, moi je dirais que, enfin non, parce qu'en fait c'est trop compliqué de maîtriser la donnée source. On a tout un tas d'outils de RP qui sont différents les uns des autres avec des structures différentes. On peut imaginer de normaliser sur des éditeurs spécifiques avec du SAP, du Sage qui vont toujours avoir la même structure, etc. Mais d'anticiper et de standardiser toutes les données de tous les éditeurs, c'est pas possible. Donc en effet, oui. Ouais. Après, en fait, c'est aussi au bon vouloir tu vois, des éditeurs entre eux, est-ce qu'ils veulent normaliser leurs standards, leurs tables, etc. Donc, c'est tellement dépendant après du schéma de ce qu'il y a derrière. Et la BI est très dépendante des données sources au final. Donc, en effet, demain, il y a une table qui saute, une colonne qui est renommée, etc. Ça peut avoir de gros impacts sur les données. C'est pour ça que d'ailleurs, au début, quand on était directement les Power BI sur les données de l'ERP, on était vraiment dépendant de la structure des bases de l'ERP. Donc, dès qu'il changeait une nom, une colonne, etc., tout sautait dans nos rapports Power BI, parce que nous, on n'est pas la maîtrise de ça. Et du coup, de mettre un SaaS au milieu qui est l'entrepôt de données, ça permettait de garder la maîtrise de l'entrepôt. Et si demain, l'ERP changeait l'étape, ça n'impactait que l'alimentation entre l'ERP et nos bases. Et du coup, on n'avait plus pas de problématique d'accès à la donnée, même si l'alimentation ne se faisait plus. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, en tête, là, moi, j'ai pas forcément des notions de groupe de travail qui viennent pour standardiser ça. Je revérifie. Il y a des dernières questions dans le chat. Sinon, s'il n'y en a pas, ce que je propose, c'est qu'on... nous, on a la chance d'être en présentiel. Donc, je sais que Clanic a prévu des rafraîchissements dans la salle à côté. Donc, je vous propose de continuer la conversation et de poser toutes les questions. Il en reste? Oui, j'avais une dernière question. C'était en mode import ou en direct query. On était en mode import. Un mode import sur la première partie du projet. Et on a basculé ensuite d'ailleurs en direct query sur certains rapports, mais principalement en mode import pour la création des rapports Power BI. Surtout au début, on ne voulait pas forcément être impacté sur les performances d'accès aux bases directement des vues de l'ERP. Il n'y a pas d'intérêt du coup, surtout. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mode import, c'est on récupère la donnée de nos sources, on les importe dans Power BI et on joue avec. Et dès qu'on déconnecte le rapport Power BI, les données sont toujours stockées dans le rapport. Et le mode direct query, c'est de se dire, la donnée qui est affichée dans mon rapport Power BI, c'est une donnée qui est affichée en direct dans mon rapport. Et dès lors où je coupe l'accès à la donnée, j'ai plus l'ensemble de données qui est remonté, j'ai juste ce qu'on appelle la métadonnée. Voilà. Et je pense qu'on est tout bon pour les questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle, mais sinon, on est OK. Super. Bon, merci à tous pour votre présence en ligne, pour la présence en physique. Pour ceux qui sont en physique, ils auront la chance d'avoir des pizzas. Et pour le reste, voilà. Ce sera, ouais, pour les autres, il faudra venir la prochaine fois. Voilà, exactement. Voilà.